Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Ici, on parle transition écologique, énergétique, sociétale. On accompagne le mouvement des entreprises à impact. Mon invité aujourd'hui, c'est Abdelkrim Benamar, le président de PowerUp. Avec lui, on va aborder l'enjeu majeur de la durée de vie des batteries à lithium. Notre débat, il portera sur l'empreinte environnementale des sites web avec l'expérience de Razorfish qui sort un outil d'évaluation et de pilotage des plateformes numériques en collaboration avec greenIT.fr. Et puis la start-up du jour, c'est Toit de Paris, ou comment donner une seconde vie aux morceaux de zinc qui font l'identité de notre capitale. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Abdelkrim Benamar, Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc le patron de PowerUp, entreprise qui a été créée en 2017 par Jocelyn Priault. Pourquoi vous l'avez rejoint? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce défi? Le défi, tout simplement, le défi sociétal. J'ai toujours été intéressé par les problématiques de transition énergétique. Et j'ai des jeunes enfants et on se pose tous la question dans quel état on va laisser la planète à nos enfants. Donc il y avait cette thématique qui m'intéressait. Au-delà de ça, je suis un acteur depuis toute ma carrière dans le domaine du traitement des données, principalement appliqué aux télécoms. Il y a beaucoup d'analogies dans ce secteur-là et je me suis dit qu'après 50 ans, il pouvait être intéressant de se confronter à de nouveaux défis. Oui. Vous parlez d'analogies, c'est quoi les analogies entre vos deux activités, le traitement des données? C'est le traitement des données. Dans mon dernier rôle, je traitais les données de réseaux de télécom pour en améliorer la performance. Et là, dans ce cas présent, c'est la même chose. On traite des données de nature différente, mais aussi pour améliorer la performance de l'usage des batteries au lithium. Alors, il y a eu un moment important fin 2020, levée de fonds de 5 millions d'euros pour PowerUp. L'idée, c'est quoi? C'était de faire passer, c'est d'ailleurs toujours, de faire passer l'entreprise du stade de la recherche appliquée à l'industrialisation? C'est exactement ça. Savoir que quand on lève des fonds, c'est pour accompagner le développement d'une entreprise. Donc l'entreprise est plutôt qualifiée d'entreprise deep tech ou avec une technologie de rupture, qui venait initialement du CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique. Et l'idée, au début, ça a été d'affiner ces algorithmes qui avaient été développés au CEA, de commencer à les tester dans un environnement réel, donc avec des expérimentations d'environnement réel. Et à un certain moment, on doit lever des fonds pour préparer l'industrialisation, c'est-à-dire préparer les produits. Et on va aussi continuer à lever des fonds pour permettre l'internationalisation de l'entreprise et son développement commercial. Alors on va parler des enjeux aussi de filière, parce que c'est un enjeu important en France et en Europe, autour des batteries. Mais je voudrais bien comprendre la technologie et ce que vous apportez. Alors c'est une entreprise qui innove beaucoup, 9 brevets déposés. L'objectif, c'est de rallonger la durée de vie de nos batteries. Comment vous faites? Donc, c'est la conséquence de la technologie. En fait, tout démarre par une évaluation de l'état de santé de la batterie. Donc, avec quelques paramètres qu'on prend sur la batterie, on a une analyse fine de l'état de santé. Alors, qu'est-ce que l'état de santé? On va dire que, par exemple, une batterie, au début, a une capacité de 100%. Si vous prenez un exemple simple, votre téléphone mobile, au début, vous le chargez de façon régulière. Et petit à petit, vous vous rendez compte que l'autonomie se dégrade, ce qui est un processus de vieillissement des batteries au lithium. Donc, dans le cas présent, on analyse de façon fine cet état de santé, et en connaissant cet état de santé, on pilote une charge optimale de cette batterie, et en pilotant de façon optimale cette batterie, on ralentit ce processus de vieillissement. Et donc, on peut garantir sa capacité sur une durée plus longue. C'est ça. Alors, effectivement, il y a trois, vous appelez ça la technologie MAP ou MAP pour mesurer, agir, prévenir. Là, on vient de parler du mesurer d'une certaine façon. C'est ça, on part du mesurer qui nous donne une connaissance fine de l'état de santé de la batterie. On peut aussi parler d'état de sécurité de la batterie dans certaines applications. Ensuite, on agit pour piloter la charge de façon optimale. Et connaissant le modèle de vieillissement de la batterie, on arrive à accroître sa durée de vie. Et c'est ce qu'on appelle prédire. Donc, c'est prédire sa durée de vie restante, mais c'est aussi prédire le moment où on doit faire de la maintenance sur les systèmes industriels, en se disant que si on pense que la batterie va commencer à être en limite de performance dans le mois qui vient, on peut déclencher une procédure de maintenance de façon préventive et le faire de façon donc prédictive. Quelle est la part, vous le disiez, c'est une entreprise de deep tech, quelle est la part d'intelligence artificielle? C'est quoi? C'est connaître les modèles de batterie, leur comportement précédent, j'emploie des termes très béotiens, pour mieux anticiper, c'est ça l'idée? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une algorithmie très particulière qui permet de mesurer l'état de santé, et ça c'est indépendant, j'allais dire, du modèle de batterie.
Mais pour pouvoir prédire son comportement, on a besoin d'un modèle de vieillissement. Ouais. Alors les modèles de vieillissement actuels se construisent avec des campagnes d'expérimentation. On teste la charge et la décharge de la batterie dans différents environnements, différents niveaux de température, qui vous donnent un modèle de vieillissement. Et ce modèle, vous l'appliquez. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces modèles de vieillissement se construisent sur des périodes de 6, 12 ou 18 mois, qui ne sont pas toujours compatibles avec une réalité économique et le dynamisme qu'on doit avoir. Donc c'est là où interviennent les techniques d'intelligence artificielle et traitement de données qui permettent de construire ces modèles au fur et à mesure de leur usage. Donc effectivement, c'est un mélange de connaissances fines d'électrochimie, d'intelligence artificielle, mais aussi de connaissances électroniques pour pouvoir les mettre en œuvre. Mais ça veut dire que grâce à PowerUp, vous pouvez travailler sur tout type de batterie ? Oui, tout à fait. On travaille essentiellement pour l'instant sur les batteries au lithium, parce qu'il y a plusieurs types de chimie, mais les batteries au lithium. On se focalise plutôt sur les applications industrielles pour lesquelles la durée de vie est plutôt longue. On n'est pas vraiment sur les équipements du grand public, sur le terminal mobile. Vous preniez l'exemple de mon téléphone ou d'un ordinateur. Pour l'instant, ce n'est pas votre marché. C'est pas vraiment ça qu'on cible. On est plutôt sur des marchés, j'allais dire, d'alimentation secourue. Je vais vous donner quelques exemples. Vous prenez un système d'alarme dans une banque et vous avez des batteries au lithium. Il est important d'avoir une confiance fine sur la capacité à la batterie de réagir comme on s'y attend en cas de problème. Ça, c'est un cas. Et c'est des batteries qui ont en général des durées de 3-4 ans. Un autre cas qui est vraiment d'actualité, c'est les systèmes massifs de stockage d'énergie, qu'on appelle en anglais les ESS. Et là, on est sur des investissements 10, 15, 20 ans, qui sont souvent adossés à des centrales de production d'énergie alternative, que ce soit l'éolien, l'hydraulique ou le solaire. Et là, quand vous faites un investissement avec une durée de vie de batterie qui est anticipée à 10 ans, si vous arrivez à la prolonger à 15 ans, par exemple, vous vous rendez compte que l'équation technico-économique est radicalement différente. Et c'est sur ce type de marché qu'on se positionne. Mais le gain est aussi important que ça ? Oui, alors ça dépend toujours, parce que je suis un scientifique, donc je prends toujours des précautions. J'aurais pu avoir un discours marketing un peu, j'allais dire, foisonnant, mais on a démontré dans les environnements réels qu'on est capable d'accroître la durée de vie, parfois de la doubler. Mais on est souvent à 50%, 60% d'allongement de la durée de vie de la batterie. Et dans certains cas assez particuliers, on est capable de la doubler. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et je reviens alors pour le coup au grand public, ça veut dire que d'une manière générale, on sous-utilise nos batteries ? C'est-à-dire qu'on a tendance à les jeter ou à passer à autre chose alors qu'elles ont encore du potentiel par méconnaissance ? Il y a ce volet-là qui consiste à dire qu'on a tendance à considérer l'obsolescence de la batterie ou sa dégradation un peu trop rapidement. Alors sur des équipements électroniques qui se remplacent régulièrement, il y a tout ce processus de recyclage et de second marché qui intervient. Mais quand vous changez votre téléphone mobile tous les 2 ans, finalement, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui est important, c'est la façon d'utiliser cette batterie et la façon de la charger. Je vous prends un exemple. Si vous avez un vélo électrique, vous le chargez toute la nuit, en plein hiver, à 4 ou 5 degrés, la durée de vie de la batterie ne va pas être très longue. Donc, la compréhension des bonnes pratiques sur l'usage de la batterie permet d'en allonger la durée et d'éviter de la remplacer trop rapidement. Et donc là, il y a un impact assez intéressant en termes écologiques. Et alors, il y a aussi dans les services finalement que fournissent, qui sont fournis par PowerUp, le fait d'offrir encore une autre vie à la batterie à vos clients, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire à partir du moment où on est dans une situation, ce qu'on appelle de monitoring, de suivi en situation réelle d'usage de la batterie, à un certain moment, celui qui a la batterie peut décider la capacité restante n'est pas suffisante pour mon cas d'usage, mais là, on peut, comme on l'a vu en permanence, on peut établir un passeport de seconde vie en disant l'état de la batterie à la fin de son usage premier est celui-là, il peut être utilisé dans d'autres cas d'usage, et donc là, on engage la seconde vie. Pour vous donner une image, parce que j'aime bien les analogies, et on essaie de faire un peu de vulgarisation, vous voyez les sportifs qui s'entraînent et qui ont des capteurs sur eux, et on essaye de mesurer leur performance à l'effort dans plein de situations. Là, c'est un peu la même chose avec les batteries. On mesure leur état de santé en permanence. Et c'est comme si on disait aux sportifs, on va vous dire comment vous alimenter,
pour que vos performances ou votre durée de vie soit la plus longue. C'est à peu près la même chose sur les batteries. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive, parce qu'on a de plus en plus de sportifs qui atteignent la barre des 40 ans, alors que ça n'existait pas il y a quelques années, donc ils sont mieux suivis et mieux conseillés. La filière, il nous reste un peu plus d'une minute pour terminer. On parle énormément, et c'est l'un des enjeux de cette campagne présidentielle, de souveraineté économique. Vous allez, j'imagine, prendre votre part à la construction d'une filière française et européenne. On en est où ? Écoutez, il y a des initiatives effectivement gouvernementales qui visent à organiser cette filière. Donc, il y a des groupes autour des batteries, que ce soit la production des batteries avec ce qu'on appelle des giga ou des méga factories. Donc il y a un groupe au niveau français, il y a des groupes au niveau européen. Et nous, on fait partie de cette filière-là parce qu'on veut contribuer au cercle vertueux de l'optimisation de l'usage de ces batteries et faire en sorte que, certes, qu'elles soient construites et fabriquées en Europe, mais aussi qu'on s'assure que leur durée de vie soit la plus longue dans l'intérêt des consommateurs européens. Et dans l'intérêt de la planète, évidemment. Merci beaucoup, merci Abdelkrim Benamar d'être venu nous présenter Power Up. À bientôt sur Bismart. Merci beaucoup. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle de l'empreinte environnementale des sites web. Et pour ce débat, je vous présente mes invités. Charlotte Dollo, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice générale de Razorfish France. Et puis avec nous au téléphone, Frédéric Bordage, bonjour. Vous êtes expert du numérique responsable, auteur, conférencier et fondateur de greenIT.fr. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien, bonjour. Parfait, merci d'être là encore une fois. Allez, une petite question de présentation toute simple pour commencer. Charlotte Dollo, c'est quoi Razorfish ? Razorfish, c'est une agence. On fait partie du groupe Publicis et nous sommes l'agence digitale du groupe Publicis en France. Donc, on fabrique des expériences digitales, des sites web, des applications mobiles, des conversations. Voilà, on est 300. Donc, on est une grosse agence sur la place de Paris. Oui, c'est important. Ce débat, il porte sur le numérique responsable. Alors, je sais que vous êtes arrivé chez Razorfish il y a relativement peu de temps, mais est-ce que c'est une préoccupation relativement récente de vos clients ? Oui. Et beaucoup d'ailleurs ne sont pas encore très conscients de ce sujet-là. Le digital, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, c'est un peu l'enfant terrible de la RSE. C'est-à-dire qu'il est fait d'abord, avant tout, d'innovation, d'ubérisation multiple, des usages un peu fous, etc. Et donc, il était un peu mis de côté. On ne s'intéressait pas trop à son impact en termes environnementaux. Et depuis peu, à la faveur de certains lanceurs d'alerte comme Frédéric, on se rend compte, en fait, qu'il est super polluant. Et que même d'ici 10-15 ans, je crois, il sera encore plus polluant que le secteur aérien avant Covid, et que donc il n'est pas du tout virtuel dans la pollution qu'il émet. Et donc il est temps de se saisir de ce sujet et de faire que le digital est contributif à la RSE des entreprises et joue son rôle de responsabilité. Et effectivement, et l'un de vos défis, c'est que c'est une pollution qui est assez invisible et donc c'est sans doute plus compliqué d'alerter, de responsabiliser les entreprises. Vous donniez des perspectives. Effectivement, aujourd'hui, le secteur du numérique, son impact, 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. En France, ça doublera d'ici 2025. Frédéric Bordage, on l'a dit, vous êtes un spécialiste du numérique responsable, vous avez consacré plusieurs livres à ce sujet. Cette communauté greenIT.fr, qu'est-ce que c'est ? Et puis surtout, pourquoi vous l'avez créée ? Alors, j'ai créé greenIT.fr en 2004, il y a 18 ans. Parce que à l'époque, on a pris conscience que le numérique avait des impacts environnementaux directs négatifs et qu'il fallait donc pouvoir les réduire pour que ça devienne un outil au service de l'humanité, du développement durable et pas un des sujets qui accélérera l'effondrement, concrètement. Et donc, le collectif greenIT.fr, il est constitué d'experts indépendants, apolitiques, qui apportent des solutions fondamentales, on va dire, sur le sujet, qui sont après ensuite réutilisées par des acteurs économiques comme Razorfish ou d'autres. Donc notre boulot, pour le dire simplement, c'est d'apporter des outils fondamentaux, comme ceux qui sont utilisés dans les outils par Razorfish,
pour faciliter et accélérer le déploiement de bonnes pratiques qui vont réduire les impacts environnementaux du numérique. Oui, effectivement, et on prendra l'exemple, on va le faire dans une minute, du Razoscan qui est basé sur un éco-index que vous avez mis au point avec les experts indépendants de greenIT.fr. Je reste sur le thème général quand même, Frédéric Bordage. Quand je donnais ces chiffres de l'impact du numérique, l'impact le plus important, ça reste les objets ? Alors oui, tout à fait. On se rend compte qu'aujourd'hui, en France, 80% de notre empreinte numérique est directement liée à la fabrication de nos équipements, nos terminaux, c'est-à-dire nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs, etc. Et quand on regarde les indicateurs d'impact environnementaux, on en a deux qui sont particulièrement important, c'est l'épuisement des ressources abiotiques, dont les fameuses ressources naturelles non renouvelables, comme des métaux par exemple, et puis ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner un repère, 40% du forfait ou du budget annuel soutenable d'un Français, donc ce qu'on peut émettre en gaz à effet de serre ou ce qu'on peut consommer en matière première, est directement associé au numérique. C'est gigantesque, on devrait être à 4%, pas à 40%. Vous imaginez juste nos usages numériques, c'est déjà pratiquement la moitié de ce qu'on peut émettre en gaz à effet de serre ou de ce qu'on peut consommer en ressources en matière première sur une année. C'est absolument colossal, il faut absolument réduire ces impacts. D'où l'importance d'avoir effectivement des outils, des solutions de mesure. Et donc, Charlotte Delot, ce Razoscan, comment ça marche le Razoscan ? Comment ça marche le Razoscan ? Déjà, c'est parti du fait que nous, notre impact, Frédéric s'occupe beaucoup du politique et de comment on fait bouger les choses dans cette matière-là. Nous, notre impact et notre effet d'échelle, c'est la relation qu'on a aux entreprises. C'est-à-dire qu'on accompagne sur leurs produits digitaux, donc pour simplifier les sites web, par exemple, les entreprises qui elles-mêmes ont des millions de consommateurs. Donc on s'est dit, aujourd'hui, pour qu'elles puissent se saisir de ce sujet-là, et pour faire bouger les choses à grande échelle, il faut déjà qu'elles prennent conscience de leur impact. Et donc on les a aidées à mesurer déjà. On est parti du coup de l'outil de référence après avoir regardé un peu ce qui existe sur le marché. Naturellement, l'éco-index de greenIT nous a paru la meilleure façon de mesurer l'empreinte environnementale des écosystèmes digitaux. Et donc, le Razoscan permet de scanner, un peu comme un Nutri-Score, de A à G, un peu l'empreinte environnementale d'un parcours, d'une page web ou d'un écosystème dans son ensemble. Et donc, nous, notre objectif, ça a été de simplifier pour les entreprises l'accès à cette mesure. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de normes européennes. Je sais que Frédéric, il travaille notamment au niveau européen. Aujourd'hui, on est dans cet entre-deux où il n'y a pas de normes en la matière. On a choisi l'éco-index, qui nous paraît essentiel, et donc d'abord se mesurer et ensuite aider les entreprises à éco-concevoir. Alors justement, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc il faut savoir d'où on part, on a bien compris, oui. il faut la mesure. Ensuite, moi je ne me rends pas compte à quel point c'est un travail de longue haleine, ou pas d'ailleurs peut-être, de transformer une plateforme numérique ou un site web pour le rendre moins gourmand, moins énergivore. Ça peut être un immense chantier comme un petit chantier. On peut se rendre compte avec le Razoscan des différents éléments les plus polluants. Ça peut être le poids des images, le nombre des images, ça peut être le nombre de requêtes pour rappeler un texte, pour rappeler une page. Donc on scanne ces éléments-là et on se dit, par exemple, soit on regarde page par page si on veut plutôt faire les choses à petite échelle en disant les pages qui sont âgées, je vais essayer de les réduire, ou bien on se dit, tiens, je vais partir de l'existant pour essayer de tout transformer et de faire que mon écosystème est moins gourmand en ressources. Vous dites AG parce que ça va de A... Ça va de A à G, G étant la pire note, A étant la meilleure note. Voilà. Il y a des sites AAA, ça existe ou c'est pas possible pour l'instant ? Ça n'existe pas encore pour l'instant, c'est très très rare. Si déjà on est à B, c'est pas mal, mais ça nécessite c'est un acte politique en réalité, puisque on est dans cette injonction un peu contradictoire de je veux des usages toujours plus innovants et proposer à mes clients des parcours un peu waouh qui sont dans l'état de l'art de ce qui se fait de mieux, et cette injonction du je veux faire aussi bien avec moins, qui est l'injonction de la transition écologique. Et donc avec le Razoscan, on simplifie la façon dont on peut proposer des innovations, et donc ça nous permet de réconcilier un peu les deux. Oui. Frédéric Bordage, effectivement, peut-être que les téléspectateurs qui sont engagés et qui se disent moi aussi je veux moins polluer avec mon numérique se demandent est-ce que je dois tout changer ?
Ou est-ce que je peux commencer par simplement améliorer les choses? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je reprenne ma plateforme numérique de A à Z? Comment vous répondez à ça? C'est pas évident de reprendre une plateforme numérique de A à Z quand on a déjà un site web ou un service numérique en production. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une approche incrémentale, c'est-à-dire ce qu'on fait avec le Rasoscan, c'est qu'on va détecter souvent les grandes entreprises ont des centaines de services numériques, des centaines de sites web ou de services en ligne. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on détecte sur une loi de Pareto les 20% qui ont vraiment une empreinte environnementale nettement plus importante que les autres, et on va se concentrer sur cela pour commencer, et on va profiter des évolutions majeures qui sont programmées pour à cette occasion reconcevoir là pour le coup de façon profonde le service qu'on propose à nos clients, à nos partenaires, quel que soit le service. Donc je pense qu'il faut être très opportuniste et ne pas louper les occasions d'agir petitement pour commencer, mais profondément plus tard dès qu'on a une occasion. Voilà. Donc souvent c'est lorsqu'on reconçoit, lorsqu'on a prévu de reconcevoir une nouvelle version du service numérique, que ce soit mabanqueenligne.com ou mon site web institutionnel.fr, dès qu'on peut reconcevoir en profondeur, il ne faut pas s'en priver. Frédéric Bordage, je donnais les chiffres pour éviter le doublement de l'impact carbone du numérique d'ici 2025. Est-ce que c'est forcément des sacrifices importants? Charlotte Delot parlait de ces injonctions contradictoires. C'est vrai qu'on veut tous des sites de plus en plus efficaces, mais est-ce qu'il va falloir accepter quand même de peut-être avoir un peu moins d'innovation, un peu moins de waouh, pour reprendre la formule? Alors en fait, la question est très intéressante parce que l'effet waouh, il est à deux niveaux et souvent on le mélange. Il y a je suis un site web de marque et donc je dois avoir un effet waouh sur la qualité des images, je vends de la marque. Hein. Et donc là, c'est difficile en fait de travailler à ce niveau-là et d'éco-concevoir parce qu'il faut changer la culture et que l'effet waouh soit généré par la sobriété, par exemple, de l'interface. Donc là, c'est vraiment culturel et c'est difficile à mettre en œuvre. Par contre, dès qu'on est sur des services transactionnels, prendre rendez-vous chez le médecin, consulter le solde de mon compte en banque, etc., l'effet waouh, il est obtenu par un service très simple à utiliser, très rapide à mettre en œuvre, qui marche partout. Et donc si je me projette et que je fais en sorte que ça fonctionne pour mes clients les moins bien lotis, aller au fin fond de la Creuse en 3G sur un smartphone reconditionné, si ça fonctionne pour eux, alors je vais pouvoir toucher encore plus de clients que je ne le faisais avant. Et donc il y a un effet très bénéfique d'un point de vue économique parce que je vais élargir ma base business et donc je vais pouvoir, en réduisant des impacts environnementaux, augmenter mon chiffre d'affaires. Et donc quand on dissocie bien les deux approches, eh bien ça permet d'avancer de façon assez rapide, notamment sur les services transactionnels, c'est-à-dire tous les sites web, services en ligne qui permettent de faire quelque chose et qui ne sont pas simplement là pour vendre de l'image. Absolument. Et si je puis me permettre, l'effet waouh, en fait, c'est de pouvoir accéder à une information ou un service en 3 clics, par exemple. Oui. C'est ça aujourd'hui l'efficacité. Et donc ça va dans le sens de la sobriété. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci encore Frédéric Bordage d'être intervenu par téléphone. Des fois la technique ne suit pas totalement, c'est le paradoxe de cette interview. On passe à notre rubrique Smart Ideas, les toits de Paris. Smart Ideas avec Constance Fichet-Schultz. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Toits de Paris. C'est quoi cette idée? Comment c'est né, le déclic? Alors, c'est toujours plusieurs éléments en même temps, évidemment. Ouais. D'abord, il y a un constat sur l'objet souvenir, qui est souvent cheap, kitsch, qui est produit, qui n'est pas produit localement. Donc, on avait envie de raconter une histoire à travers un objet authentique. Et puis, pour la petite histoire, c'est que à l'époque, je vivais donc sur les toits parisiens et mon mari est passionné d'histoire de Paris et tout ça a fait une sorte d'eureka et j'avais envie de travailler cette matière qui sont les toits parisiens. Oui, alors pour bien comprendre, avant les toits de Paris, il y a la fabrique de génie. C'est quoi la fabrique de génie? Oui, tout à fait. Effectivement, la fabrique de génie, c'est un site qui met en relation les artisans et les particuliers. Si vous avez envie, par exemple, de découvrir comment on fait de la maroquinerie, vous allez chez un maroquinier et vous allez
repartir en 2 heures. Vous allez comprendre comment faire un petit porte-monnaie. Oui, parce qu'il y a une dimension importante de soutien à l'artisanat dans ce projet. On va en parler. Mais alors, donc, Toits de Paris, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous vendez? Alors, effectivement, l'idée, c'est avoir un objet qui a du sens, une histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les toitures parisiennes ont cette particularité d'être majoritairement en zinc. C'est lié à son histoire. En fait, Haussmann lance les grands travaux au milieu du 19e et choisit ce matériau parce qu'il est malléable, plus économique et permet ces fameuses toitures plus ouvertes, les fameuses chambres de bonne. Et donc ainsi, 70% de Paris est fait de cette matière. Donc nous, on voulait utiliser ce vieux zinc qui est en fait rénové tous les 50 ans et travailler un objet de collection à partir de cette matière-là pour raconter l'histoire de Paris. Donc c'est un morceau de zinc du toit de Paris, c'est ça? On peut choisir son quartier, presque son numéro de rue? Comment ça Alors, fonctionne? évidemment, son numéro de rue, il faut avoir sa toiture qui se fait rénover à ce moment-là. Et comme je vous le disais, c'est tous les 50 ans, donc il faut avoir beaucoup de chance. Mais c'est arrivé 2-3 fois, je crois. Sinon, effectivement, on a lancé une collection par arrondissement. Donc, effectivement, pour tous les amoureux de leur arrondissement, attachés à leur quartier, on a lancé cette... mais évidemment, c'est un morceau de toit de Paris qu'on récupère. Ouais. Alors, vous n'avez pas, on l'a compris, dépecer les toits de Paris pour les vendre. C'est de la récupération. Donc, c'est une seconde vie, en fait. On est dans de l'économie circulaire. C'est la volonté du projet initial, travailler une matière première recyclable. Alors, le zinc est déjà recyclable. Les couvreurs le transmettent aux ferronniers. Mais nous, on avait envie de redonner une vie qui soit durable dans le temps, un objet qui va durer près d'un siècle derrière. Comment il est travaillé à partir du moment où vous le récupérez, ce morceau de zinc? Ça a été évidemment les premières idées. Est-ce qu'on peut travailler ce fameux vieux zinc qui a 50 ans d'existence? Donc on a travaillé plusieurs techniques et on a choisi la sérigraphie pour le plan de Paris, pour indiquer le lieu exact où on a récupéré votre morceau de toit. Et ensuite on a travaillé le pliage pour lui donner une forme, une sorte de sculpture finalement à poser sur sa bibliothèque. Et ce pliage en fait fait référence à la technique utilisée par les couvreurs, qui est la couverture à tasseau, cette fameuse, ce qu'on voit sur les toits, en fait, ce relief zébré typique des toits parisiens. Oui, parce que l'idée, c'était de retrouver un peu cette image que l'on peut avoir quand on a la chance de surplomber un peu Paris. Ça veut dire que chaque pièce est unique, si j'ai bien compris. Tout à fait, parce qu'effectivement, sur un toit, déjà, vous avez une sorte de nuance de gris qui va du gris clair au gris foncé. Et chaque pièce est extrêmement différente, va vieillir différemment. Et donc, elle est unique. Elles sont toujours avec un certificat d'authenticité qui va numéroter et indiquer l'endroit exact où on a récupéré le toit. Alors, je le disais, il y a aussi cette dimension de soutien à l'artisanat. Comment elle s'exprime? Alors ça, c'était très important dans le projet dès le départ. En fait, c'est vraiment le concept, une matière recyclée, travailler localement, collaborer avec des artisans. Donc, l'objet, effectivement, est travaillé entièrement à la main par des sérigraphes et par des tauliers pour le pliage, comme je vous en parlais. Mais alors, c'est des talents qui existent encore. Il y en a beaucoup en France, à Paris. Tout à fait. Donc, c'est très important. Ils existent évidemment depuis toujours. Le métier de couvreur, notamment, ça fait 300 ans que ça existe. Ce qui est intéressant de continuer à collaborer avec les artisans, c'est que ce sont des métiers manuels parfois difficiles. Les couvreurs aujourd'hui ont du mal à trouver des successeurs. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous de mettre en avant ces métiers-là et que les jeunes se rendent compte à quel point c'est fascinant en fait comme métier. Merci beaucoup Constance Fichet-Schultz d'être venue nous présenter Toits de Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.